Merci de nous retrouver ici à Lyon pour le sommet mondial climat et territoire. Vous avez suivi en direct bien sûr les questions d'actualité au Sénat. De retour ici pour parler à nouvelle fois des collectivités, du climat, des territoires avec notre invité qui va nous accompagner toute l'après-midi. Je ne vous présente pas Jean-Louis Etienne. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes médecin explorateur, écrivain, votre dernier livre Persévérer aux éditions Paulsen. Vous allez nous accompagner. Je vais vous proposer une image de ce qui se passe actuellement dans les travaux qui ont lieu dans la salle Pénière, ici juste à côté, dans ce conseil régional de Rhône-Alpes. C'est Ronan Dantec qui est en train de prendre la parole. Ronan Dantec, le sénateur de Loire-Atlantique, grand expert du climat, qui est l'un des organisateurs de ce grand événement. Jean-Louis Etienne, peut-être une question en attendant d'aller écouter Ronan Dantec. Ce climat mondial et territoire, vous avez écouté un petit peu ces travaux. Qu'est-ce que vous en ressentez après quelques minutes passées un petit peu ici à écouter ces différentes personnalités? Ce qui est intéressant, c'est que quand on est chez soi, qu'on lit le climat, qu'on s'informe dans son canapé, on regarde la télévision, bon, c'est l'information que l'on prend. Là, quand on est au cœur, si vous voulez, d'un amphi comme ça, où il y a une représentation planétaire avec une ferveur pour défendre le climat, on sent que c'est pas quelque chose qui touche, qui est régional, c'est quelque chose qui est planétaire, et on ressent, les quelques heures que j'ai pu passer dans cet amphi, on ressent la ferveur qu'il y a pour cette COP21. Les gens sont prêts, ils sont mobilisés, ils sont sensibilisés, c'est impressionnant. Et alors, est-ce que vous avez l'impression que les citoyens sont également mobilisés? Parce qu'il y avait la présence du chef de l'État hier, on voit bien ce sommet aujourd'hui, des collectivités qui essayent tant bien que mal de faire connaître un petit peu leurs prérogatives. Il y a une chose qui est fondamentale, c'est que bien sûr il y a les chefs d'État, ils seront tous là, le pape peut-être, je ne sais pas. L'encyclique, il a signé bien sûr. Ça c'est formidable, il touche les consciences, ça c'est bien, mais ce qui est important c'est que les gens ne se reposent pas sur la décision des chefs d'État. Parce que les chefs d'État, ils essayent de trouver une règle du jeu commune et on voit que c'est compliqué. Et il ne faudrait pas démobiliser le citoyen, où qu'il soit, chef de famille, chef d'entreprise, homme politique. Il ne faudrait pas démobiliser les citoyens parce que l'action se passe sur le terrain. Elle ne se passe pas que dans les textes. Et donc, il ne faudrait pas que tout d'un coup, il y ait donné du grain à moudre à ceux qui disent écoutez, les chefs d'État ne sont pas foutus de trouver une règle du jeu commune. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Alors que c'est nous qui pouvons, c'est nous les acteurs, chacun individuellement. On va y revenir, mais vous avez parlé du pape et cette encyclique. Qu'est-ce que vous avez pu noter de primordial que les gens peuvent retenir? Parce que c'est vrai qu'un pape qui s'engage comme cela sur le climat, ce n'était jamais arrivé. D'où l'urgence. Oui, ce qui est intéressant, si vous voulez, l'environnement, c'est quoi? Une prise de position environnementale, c'est du sens civique, c'est le respect de l'autre. Vous voyez, donc, ce qui est important, c'est que chacun, dans son action, réalise, on est nombreux sur Terre, et de plus en plus nombreux, on consomme beaucoup. Donc, chacun de nos gestes, chacune de nos consommations a un impact sur l'autre. Et cette intervention du pape, en fait, elle met un peu de conscience dans la situation environnementale de la planète. Et bon, il a un auditoire. Il a, je ne sais pas, 1,5 milliard, 2 milliards. À peu près, oui. 1,5 milliard. Donc, ça met, si vous voulez, des gens qui sont peut-être loin des situations. Si le pape nous le dit, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Et ça touche les gens, pas dans des relations technologiques, mais dans une relation de conscience. Et ça, c'était fort. Demain, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On pense à cette COP21, tout le monde en parle, hein, ce grand rendez-vous à Paris. On va parler du climat, bien évidemment, où on espère évidemment d'avoir une bonne chance de réussite. Mais après, qu'est-ce qui va se passer? Mais après, si vous voulez, alors, il y a plusieurs grades, je trouve, à Paris. Et ce qui est important, c'est qu'il y ait un message positif qui sorte de là. Tout ne va pas être positif, vous voyez. Tout ne va pas être positif. Mais je pense que si l'ensemble des chefs d'État disent à la planète, à la population planétaire, oui, nous sommes tous là, les 195, nous reconnaissons que l'homme est devenu un acteur du changement climatique. C'est peut-être pas gagné, hein. Tout le monde, vous voyez. Oui, ça n'a pas l'air d'être gagné, visiblement. Reconnaître au vu des ça. discours qu'on a pu tenir ici, pas facile. Reconnaître ça. L'homme est devenu un acteur du changement climatique. Deuxièmement, on est venu avec une feuille de route. Hein, qu'on va appliquer à notre pays, qu'on va essayer. On va essayer de s'engager à l'appliquer au maximum. Ça serait les deux premières choses à faire. Vous savez, une image comme ça positive qui ferait le tour du monde sur ces 195 chefs d'État qui
Ouais. qui s'accordent sur un truc déjà. Voyez, Ça serait déjà pas mal. ça serait déjà pas mal. Et ça donnerait à chaque citoyen l'envie de faire quelque chose. Parce que, je le répète, c'est chacun d'entre nous sur le terrain qui sommes des acteurs. Alors vous qui avez parcouru le monde de long, large et en travers, hein, si je peux employer cette expression, on sent du bien... nord au sud. Et du nord au sud surtout. C'est très important du nord au sud. Oui. Parce qu'on a vu dans nos discussions depuis ce matin, avec notamment des acteurs africains, que le Sud a énormément besoin du Nord, mais que le Nord n'a peut-être pas fait assez pour le Sud. C'est le constat qu'on peut faire aujourd'hui, d'où aussi cette idée de tendre la main. Oui, tendre la main. Il est évident que ce qu'on appelle les pays du Sud, qu'on dit en développement, bon, ils sont plus ou moins touchés. Hein. Il y en a qui se disent encore en développement alors qu'ils sont très actifs, je dirais, sur l'économie planétaire. Mais les pays pauvres, il y en a beaucoup, ils sont touchés. Et effectivement, ils ont le droit de dire on n'y est pour rien dans tout ça. Nous. On a consommé quoi par rapport à vous? Rien du tout. Et donc, l'effet de serre, c'est pas juste uniquement chez l'émetteur, c'est une diffusion planétaire. Et donc, on est arrosé par vos excès de gaz carbonique. Et donc, tendre la main, tendre le porte-monnaie aussi. Enfin, tendre la monnaie. C'est l'essentiel si vous voulez. même. Oui. On a l'impression, hein, vraiment. Oui, oui. Et c'est là que ça va se discuter. Bon, à Copenhague, je pense qu'il y a eu un échec, bien sûr, mais j'ai eu l'impression que pour s'en sortir, on a mis ces 100 milliards potentiels par an à partir de 2020. Ça fait beaucoup d'argent. Si tout d'un coup, si on pense 100 milliards, c'est beaucoup d'argent. Mais si vous regardez l'argent qui circule, si on mettait simplement une taxe sur les transactions financières, un petit truc, C'est quelque chose qui il y a longtemps que c'est là, dans l'état d'esprit en ce moment. On sent que ça monte, ça monte. Oui, oui. Et je pense que c'est dans l'air du temps, parce qu'on se rend compte que les riches commencent, quand je dis les riches entre guillemets, commencent à... Quand vous voyez Bloomberg, l'ancien maire de New York, il a vu sa ville touchée par ce cyclone. Il s'est dit avec ses copains de la même bande assez riche, comme ça, ils ont dit là on est entré dans du risky business, ils ont appelé ça. C'est-à-dire qu'on est en train de faire quelque chose qui peut nous retomber sur la figure. Et je pense que ces gens aujourd'hui qui ont les moyens sont à même de faire des investissements plus vertueux. Et peut-être une petite taxe sur les transactions financières, on y arriverait sans problème aux 100 milliards. Alors, je vous propose de retourner dans la salle plénière. Je vous parlais de Ronan Dantec, c'est le sénateur de Loire-Atlantique. C'est l'un des organisateurs de ce grand sommet mondial. Je vous propose de l'écouter. On va revenir avec Jean-Louis Etienne pour reparler évidemment de ce grand sommet sur le climat. Draw widespread recognition of innovative local solutions, develop infrastructure tools and support for cities to be bold and ambitious in their responsables politiques, les citoyens eux-mêmes, nous disent toujours, bon, c'est bien, mais à la fin, ça fait combien de tonnes de CO2? C'est quand même la question qu'ils nous posent, et ils ont raison, parce que cette histoire, c'est quand même de réussir à réduire les émissions de CO2 par rapport aux trajectoires que nous propose la communauté scientifique pour stabiliser le climat au XXIe siècle. Oh non. Nous avons aujourd'hui présenté, là, il y a quelques instants, 3 plateformes qui enregistrent des engagements réels de collectivités avec des décisions politiques à l'échelle de la municipalité ou de la région, l'engagement de reporter régulièrement, de donner les informations régulièrement et de les faire vérifier. Nous avons tenté d'estimer, je souligne le terme estimer, la totalité des engagements à travers ces 3 plateformes. C'est très compliqué, c'est très compliqué. Les bases de calcul ne sont pas obligatoirement les mêmes. Dans certains cas, les engagements couvrent uniquement les émissions domestiques, dans d'autres cas, toutes les émissions du territoire. Je ne vais pas être très long pour vous expliquer tout ça, mais c'était donc difficile. Néanmoins, je prends là la responsabilité de donner un chiffre d'agrégation de l'ensemble des engagements politiques connus aujourd'hui pour 2020. Et ce chiffre, à quelques dizaines de millions de tonnes près, mais on a travaillé avec beaucoup d'experts, je pense qu'il est juste, c'est 1,5 milliard de tonnes de CO2. L'engagement politique aujourd'hui pour 2020, c'est 1,5 gigatonnes, c'est déjà considérable. À travers ces trois plateformes, le deuxième message, c'est aussi de continuer à rejoindre ces plateformes, la plateforme de la Convention des maires, la plateforme du Carbon Registry ou du Compact des régions. Parce que je crois que notre objectif aussi, c'est bien sûr de poursuivre cette dynamique. La plateforme NASCA qui a été présentée à Lima dans le cadre de l'agenda des solutions du Lima Paris Action Plan
rassemble justement toutes ces initiatives. Donc le deuxième message, c'est pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, d'aller vers une de ces plateformes, de prendre l'engagement de rapporter et de réduire ses émissions. Et je crois que, de manière très raisonnable, on peut penser qu'à Paris, dans 6 mois, nous pourrons parler avec un S en milliards de tonnes de CO2. Et ça, c'est le deuxième point. Et surtout, le troisième point, et j'en finis, c'est que si on regarde ce que nous dit la communauté scientifique internationale, elle nous dit en 2020, il faut avoir baissé par rapport au scénario business as usual d'environ 9 milliards de tonnes de CO2. Aujourd'hui, le 1,5 milliard de tonnes que nous mettons sur la table, le calcul est vite fait, c'est 15% de l'effort. Et en termes de population, la population qui est couverte par les décisions prises par ces villes et régions, c'est un peu plus de 11% de la population. Donc vous avez fait comme moi le calcul très vite. Si nous arrivons à amener tous les territoires du monde à travers les décisions de leurs élus locaux et régionaux, alors nous tenons le scénario 2 degrés en 2020 tel que nous le demande la communauté scientifique. Merci. Merci beaucoup, mais ça veut dire aussi qu'il nous faut encore une vraie mobilisation. Voilà pour cette intervention de Ronan Dantec, sénateur-maire de Loire-Atlantique, qui faisait partie des conclusions et qui amène quelques propositions, et notamment ces fameux 2 degrés essentiels dans les négociations en vue de la COP21. Nous a rejoint avec Jean-Louis Etienne qui reste toujours à nos côtés. Julien Allaire, vous êtes le délégué général de Codatu. Codatu, c'est la coopération pour le développement et l'amélioration du transport urbain. C'est vous qui avez mené ici, au sommet, toutes les négociations autour du transport dans la ville. À quelle conclusion arrivez-vous aujourd'hui ? En fait, justement, vous parliez du scénario 2 degrés. Un des constats, c'est que jusqu'à présent, les négociations climat se sont beaucoup intéressées à des secteurs comme l'énergie, là où le transport était toujours délaissé. Or, ça représente quand même un quart des émissions de gaz à effet de serre. Et le constat général, c'est qu'on n'arrivera pas au scénario 2 degrés sans s'attaquer aux problématiques de transport. Et dans ces 25%, la moitié, finalement, sont issus de la mobilité urbaine, de la mobilité quotidienne. Et c'est un enjeu de plus en plus croissant avec la démographie urbaine dans les pays en développement. Donc il y a un énorme enjeu à réussir à structurer les villes du Sud sur des formes urbaines qui soient beaucoup moins consommatrices d'énergie que des villes très étalées comme les villes américaines. Est-ce que vous arrivez à des conclusions très précises auxquelles vous pouvez formuler après les ateliers que vous avez ici organisés ? Alors je vais essayer de les résumer, mais en résumant, elles sont très effectivement, et complexes. Jean-Louis Etienne vous répondra un petit peu pour analyser ça. En fait, les problématiques de transport urbain sont vraiment, elles doivent associer urbanisme et transport, elles doivent associer tous les modes de transport, que ce soit la voiture, la marche à pied, le vélo, le transport collectif. Et bien souvent, dans des villes qui ont une croissance rapide, plein de gens s'occupent de ces différentes choses, mais chacun de leur côté. Et l'enjeu est bien d'avoir une politique intégrée, que tout le monde puisse, que la ville puisse traiter de tous ces enjeux et offrir une meilleure qualité de vie aux habitants en même temps qu'on répond à cet enjeu de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Voilà, ça c'est le principal enjeu qui ressort de cet atelier. Jean-Louis Etienne, quand on parcourt le monde, les villes, entre autres aussi, on se rend compte de cela. Oui, bien sûr. Et la croissance démographique va rassembler de plus en plus de personnes dans ces choses-là. Donc j'avais une question. On voit par exemple qu'Anne Hidalgo à Paris et toute son équipe décident, de rendre nuisible la voiture dans la ville de manière à pouvoir développer d'autres styles de transport plus légers, le vélo, les choses plus légères, le transport en commun, donc essayer d'évacuer le plus possible la voiture dans les villes. Est-ce que c'est une préoccupation identique dans les pays en développement ? Ça l'est dans beaucoup de villes qui sont venues à ce sommet. Il y a beaucoup de villes qui se disent il faut qu'on arrive à dépasser cette étape où la voiture prend une place trop importante dans le système de mobilité, particulièrement dans les centres-villes. Et donc dans ces pays où souvent l'urbanisation par endroits sauvages, on va dire, il y a des plans, il y a peut-être une restructuration des villes à prévoir sur lesquelles on mettrait de la place effectivement pour les transports en commun à ce moment-là. Tout à fait. Et tout l'enjeu est de réussir à axer la croissance urbaine le long des axes de transport en commun. Alors on imagine que c'est une économie à part entière quand les collectivités s'engagent. Vous en avez parlé lors de vos ateliers parce que refaire la ville, c'est pas simple, évidemment.
Évidemment, et c'est vrai qu'il y a différents degrés d'implication. Il y a le premier qui est planifier et mettre en œuvre une politique de transport urbain, ce qui n'est clairement pas évident partout et on a beaucoup insisté là-dessus. Ensuite, il y a en effet d'utiliser les pouvoirs publics pour faire utiliser les marchés publics pour transformer d'un point de vue l'industrie finalement, notamment l'industrie du bus. Et on a eu l'exemple des choix du STIF et de la région Île-de-France sur la sortie du diesel typiquement. Et il y a d'autres villes, il y a des réseaux de villes qui mobilisent beaucoup d'acteurs pour réussir à avoir cet effet sur l'industrie du transport collectif. Alors vous parlez évidemment d'un sujet sensible, c'est l'automobile, la voiture, le diesel. C'est l'enjeu majeur, le diesel aujourd'hui. Quand on parle de transport, voiture. Ça dépend où, mais en tout cas, c'est clairement un sujet qui n'a quasiment pas été traité en France, pour le coup. Et dans beaucoup de villes, l'air est extrêmement pollué. On n'en est pas. Il est encore plus pollué que je dirais en France. Si on va dans les villes indiennes, les villes chinoises, et ça devient un problème de santé publique. Est-ce qu'on en parle aussi là-bas de ce phénomène du diesel ou alors ça, c'est une ville industrialisée, un pays industrialisé comme la France, et le reste, on est sur d'autres priorités? L'enjeu là-bas n'est pas le diesel, l'enjeu est la pollution de l'air. Mais c'est vraiment un niveau de pollution de l'air qui devient insoutenable et qui fait que ces pays-là vont très vite passer à d'autres modèles justement de technologie pour réussir à répondre à ces questions. Il n'y a pas d'autre solution en fait. Bien sûr, Jean-Louis Etienne. C'est des questions financières aussi de réaménager la ville, le transport, mais il y a un exemple je crois, de 32 villes européennes qui se sont regroupées. Absolument. Pour essayer en fait de faire une grosse commande et de créer une vraie industrie intéressante, non pas que chacun passe commande, ça va coûter plus cher, regrouper les commandes, mutualiser les achats. Ça, dans des villes par exemple, sur un territoire africain ou dans un pays, est-ce que c'est envisageable ? Eh bien, est-ce qu'ils collaborent sur ces questions-là? Alors, nous, à Codatu, ce qu'on souhaite faire, c'est vraiment de favoriser l'échange de savoir-faire entre les pairs. Donc d'essayer de favoriser cette coopération entre les villes, que ce soit des villes du Nord, des villes du Sud, ou entre villes du Sud, déjà pour échanger des savoir-faire. Ensuite, en effet, passer des commandes en commun, c'est des choses possibles. La difficulté dans beaucoup de villes en développement, et particulièrement les pays les moins avancés, c'est l'accès au financement pour ne serait-ce qu'acheter des véhicules. Le problème, il est déjà là. Et il y a un espoir de voir les négociations climatiques aboutir sur des outils qui permettent le financement d'une offre alternative à la voiture et à la moto. Jean-Louis Etienne, justement, quand on parle de transport, vous imaginez que ce grand sommet, aujourd'hui, mais les prochains sommets qui vont arriver, la COP21 à Paris et la COP22 après au Maroc, le transport et la voiture, ce sera l'enjeu essentiel? Avec l'énergie, bien sûr, qui dit énergie, isolation de l'habitat, etc. L'eau, peut-être? L'eau, mais le transport, oui. Vous savez, 100% de l'économie repose sur le transport. 100% de l'économie repose sur le transport. Le moindre maraîcher en banlieue de ville qui vient vendre ses salades, voilà, 100% de l'économie repose sur le transport et 95% du transport se fait encore au pétrole. Donc vous voyez, énormément de chemin à faire, donc le programme, le chantier est énorme. Vous parliez tout à l'heure des collectivités, on est ici évidemment pour parler de ce grand sommet mondial sur le climat et les collectivités. On va voir comment ces collectivités s'organisent, comment elles se développent. On est allé à la rencontre de certains élus ici au sommet. Quentin Calmet et Paul Bouffard ont réalisé ce reportage. Regardez. 2 ans que la métropole de Lille accélère la lutte contre le réchauffement climatique. Isolation des logements, reboisement ou encore rénovation urbaine, avec un échelon privilégié pour les élus. C'est le rôle de l'intercommunalité, c'est-à-dire qu'on est là pour fédérer et pour porter pour le compte aussi des petites communes l'ensemble de la dynamique. Aujourd'hui, on a par exemple un développement du plan de la bio dans les cantines, là aussi, consommer local avec une production et une agriculture locale, c'est faire des appels d'offres collectifs pour le compte des petites communes. Alors que les dotations aux collectivités baissent, ces engagements pour le climat pourraient sembler secondaires. Si vous me demandez si la baisse des dotations de l'État facilite la mise en mouvement des territoires d'une manière générale, évidemment je vous répondrai que non. Si par contre vous me demandez si ça reste un choix politique, oui ça reste un choix politique. Quant à Nantes, je fais le choix d'étendre les réseaux de chaleur de manière extrêmement importante. C'est parce que j'ai la conviction que si derrière ce sont des emplois et des nouveaux gisements d'emplois. C'est l'autre enjeu du sommet de Lyon pour les élus, le partage d'expériences.
Voir ce qui se fait ailleurs est une bonne chose qui permet de voir ceux qui sont un peu plus en avance, de pouvoir s'en inspirer, mais également de pouvoir voir quelles sont les difficultés et peut-être les erreurs qu'ils ont pu rencontrer pour nous ne pas les reproduire et avoir une démarche dynamique et active. Faire des acteurs locaux des acteurs de premier plan au même titre que les États, c'est peut-être le seul moyen que la COP21 à Paris en décembre soit couronnée de succès. Voilà, encore une fois, on a encore beaucoup parlé argent, économie, c'est très important, notamment pour ce secteur du transport. Vous avez l'impression que les collectivités, alors on va peut-être rester sur le côté français, elles mettent le paquet sur le transport ou pas ? En France, justement, on a eu des discussions en marge. Il y a vraiment une situation délicate pour les autorités organisatrices de transport en France parce qu'elles voient leurs ressources financières s'amoindrir. Il y a eu une augmentation de la TVA sur le transport, il y a la baisse des dotations aux collectivités locales. Et du coup, il y a un peu un besoin de renouveler le modèle économique en même temps qu'il y a un besoin de renouveler le modèle par rapport à cet impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Du coup, il faut trouver la solution, c'est pas évident. Et il y a tout cet enjeu aussi de réussir à faire que la population accepte aussi d'utiliser moins sa voiture ou sinon de l'utiliser à plusieurs. Ça peut passer par quoi ? Ça peut passer. Il y a une expression que j'aime beaucoup qui vient de ma grand-mère qui dit c'est meilleur quand c'est partagé. Je pense que c'est vrai pour la voiture. Par ailleurs, il y a de la marche à pied, le vélo. En fait, il y a des solutions qui sont extrêmement simples. 50% des déplacements en France font moins de 3 km. Déplacements réalisés en automobile dans les zones urbaines. Moins de 3 km. 3 km à vélo, c'est un quart d'heure. Et ça serait quand même dommage de se priver de se faire ce bien-là en termes de santé. C'est quand même un apport incroyable pour la santé et une baisse de dépenses pour la sécurité sociale. Il y a un travail à faire sur... Donc vous habitez en banlieue par exemple, vous prenez le RER, enfin un train, et pour les 2 ou 3 derniers kilomètres qui restent à faire. Donc il y a un travail qui est fait, j'ai pu le voir à Grenoble par exemple, où il y a des petites voitures Toyota, enfin elles ne sont pas encore commercialisées, mais elles sont là, juste ou à la gare, ou à un terminus de métro, ou à une station de métro, de manière que vous arrivez par transport en commun et vous avez la possibilité de prendre un petit transport collectif, en commun individuel, qui permet de terminer son chemin et donc de se dire finalement c'est très facile, c'est même pas la peine de prendre la voiture, c'est ça qu'il faut offrir, c'est ce confort. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du monde, si on reste un petit peu encore une fois sur ce côté un peu franco-français, quand vous voyagez, quand vous voyez ce qui se passe à l'extérieur, vous avez l'impression que les Français sont encore ancrés sur des anciennes valeurs, qui n'ont pas vraiment encore envie de bouger, que la révolution, les mentalités, elle est difficile. Oui, il y a du travail. Il y a du boulot. Je crois souvent les pays scandinaves, là il y a un sens du collectif, si vous voulez, une discipline qui est peut-être liée au climat d'ailleurs. Les climats rigoureux, vous voyez, fait qu'en sorte les gens sont extrêmement devenus rigoureux, puis c'est une façon d'une éducation, mais ça manque un peu chez nous. Julien Allaire. Mais je crois que c'est aussi ça qui est attendu. Moi, je prendrai l'exemple de Nantes Métropole qui a accueilli en juin le sommet mondial du vélo. Et il l'a accueilli également pour faire changer la population localement, pour faire un déclic, pour se rendre compte que le monde change et qu'il ne faut pas être sur des positions trop résistantes, trop conservatrices sur ces enjeux-là. Et je pense que COP21 doit servir à ça. Il y a tout un mouvement Alternatiba en ce moment qui tourne en France et qui cherche à montrer justement que les citoyens peuvent accepter ce changement à partir du moment où il est expliqué et qu'eux-mêmes deviennent acteurs du changement. Merci beaucoup Julien Allaire d'avoir participé à ce petit débat avec notre invité évidemment Jean-Louis Etienne. On va aller en salle plénière. Le maire de Dakar s'exprime, c'est très important car lui aussi il a fait des propositions pour les pays du Sud. Et la coordination des efforts mondiaux. Le bureau de l'envoyé spécial des Nations Unies pour les villes, Michael Bloomberg, et UN Habitat. Et prenons part à des initiatives régionales telles que la Convention des maires et internationale comme le Pacte de Mexico, aujourd'hui relayé par le Pacte mondial. Chers collègues, tous à Paris pour la réussite de la COP21. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Sall. Encore un engagement concret. Et le mot de fin de cette round des élus, si j'ose dire, revient à vous, Bernard Solage. Oui, c'est juste un mot pour vous dire que tous ceux qui sont là, vous avez le chiffre ici, c'est plus de 2/3 de la population mondiale qui s'engage pour 2050. Voilà, nous avons été parfois un peu longs, avec beaucoup de réseaux, mais nous voulions être tous ici pour dire cela. Et c'est ce que l'on veut tous ensemble, engagés pour 2050. C'est l'objectif de cette année 2015. On va passer maintenant à tous les sommets qui ont eu lieu. Mais ce que nous avions aujourd'hui, c'était 11% de gens déjà engagés, ce qu'a dit Ronan, pour un objectif de 15% de réduction pour 2020
et 2/3 de la population qui s'engage, je crois que ça valait le coup qu'on se réunisse. Je pense qu'on peut applaudir ce formidable chiffre. Je vous remercie tous beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, maintenant, avant d'inviter donc notre dernier panel, si j'ose dire, pour parler de la COP21 et bien au-delà de tous les sommets qui ont eu lieu et qui vont encore avoir lieu pour préparer donc ce rendez-vous climatique incontournable, Bernard Soulages, qui a à nouveau un microphone, mais qui peut aussi se mettre au pupitre, va vous présenter la très solennelle déclaration politique de ce sommet mondial climat et territoire. Merci. Permettez-moi juste d'abord de dire merci à vous tous. Avec Ronan, nous avons essayé de vous réunir. Vous êtes venus. Et je le dis avec du fond du cœur. Un immense merci à tous ceux qui y ont contribué. Parce que sans vous, nous n'aurions pas pu faire cela, pas pu réunir tout ce que nous venons de voir. Et je crois que c'est très important. Mais l'autre grand succès, c'est cette déclaration. Jamais une déclaration n'a été signée par autant de réseaux. Ronan, tu en es l'architecte, mais vous avez tous contribué à cela et je vous crois que c'est très important. C'est une longue histoire que vous connaissez tous. Elle a été évidemment née dans des déclarations antérieures. Mais aujourd'hui, après New York, après ce qui avait été fait par les focal points, comme on dit, tous ici, nous faisons cette déclaration. C'est évidemment aussi en lien avec toutes les grandes réunions. Nous ne sommes pas là isolés, comme le disait le président de la République. Non, il y a eu des choses avant, à New York. Il y a UN Habitat, il y a les objectifs du développement, il y a évidemment aussi la COP21. Mais tout cela, c'est un même combat et c'est ce que nous disons. Nous disons aussi, et ça a été dit aujourd'hui, que nous combattons sur la question de l'adaptation, parce que c'est déterminant. Il y a évidemment la lutte contre le changement climatique, mais nous sommes solidaires de tous les peuples atteints. Nous disons aussi qu'il faut s'appuyer sur tous, les entreprises, les questions de genre et en tenant compte de la place des femmes. Nous le disons aussi sur l'éducation et sur les jeunes, c'est déterminant. Nous avons aussi la volonté de recueillir tous les financements pour les actions territoriales. Des pistes ont été ouvertes, il faut encore aller au-delà, mais nous accueillons avec beaucoup de plaisir les financements privés. Il n'y a pas d'ostracisme de notre part sur quelle qu'elle soit. Nous voulons aussi que nous ayons la possibilité d'agir avec ces financements. Mais nous avons déjà pris des engagements concrets, nous avons fait aujourd'hui ces engagements que vous avez vus et nous pensons qu'ils sont utiles. À ce titre, nous allons soutenir toutes les coalitions d'acteurs. Ça a été montré, il y a de la place pour tous, toutes les collectivités, les entreprises. Et avec Jean-Jacques Queyras, nous regardons à des initiatives pour porter encore mieux cela auprès de la conférence de Paris. Nous aurons la volonté aussi de demander aux États de s'appuyer sur nous. Dans les contributions qu'ils publient, ils prennent souvent déjà en cas les questions de nos propres préoccupations et de nos propres engagements. Mais il faut encore le faire plus. Nous sommes solidaires et déjà aujourd'hui nous apportons une brique qui est non négligeable. Et puis nous avons la volonté de dire que la question du climat, ce n'est pas que la question du climat. Elle est d'abord une question de régulation mondiale, une question d'équité et de solidarité. Voilà ce que nous disons tous ensemble aujourd'hui dans cette déclaration qui vous est ou qui vous sera remise dans les quelques minutes. Encore un très grand merci à tous ceux qui ont pu la construire, venir ici et faire que cette déclaration soit portée jusqu'à Paris. Et je sais que Anne Hidalgo, elle a pris l'engagement, mais aussi vous les ministres en charge, vous les ambassadeurs en charge, vous la porterez, vous la prendrez en compte. Je terminerai sur la dernière phrase de cette déclaration. C'est notre conviction que la réponse à ce défi climatique passe par l'action de tous qui nous rassemble. Merci. Merci beaucoup. Une parole qui doit être entendue à Paris à la pour cette COP21. intervention très politique de Bernard Soulages, parce que c'est très important aussi ce message que ce sommet doit adresser aux responsables des différents États, parce qu'on imagine qu'il va y avoir un écho mondial. Oui, il va y avoir un écho On mondial. l'espère en tout cas. Oui, il va y avoir un écho mondial de toute évidence. On voit bien que le climat est une amorce. C'est l'amorce d'une gouvernance mondiale. En fait, c'est ça qu'il faut inventer. On est de plus en plus nombreux, la planète ne change pas de volume, on est de plus en plus consommateurs et effectivement ça demande aujourd'hui qu'il y ait une régulation planétaire. Et le climat est une opportunité parce que c'est quelque chose qui est transversal et qui est commun. Oui, parce que ce que vous dites là, c'est intéressant, ça veut dire que
On se sert du climat finalement pour essayer de changer les mentalités, de changer un petit peu notre mode de vie, le changement de monde et de philosophie. Je dirais que le climat est plus une opportunité, je dirais. On s'en sert, mais en fait, il faut trouver une réponse. Mais c'est une opportunité pour écoutez, si vous regardez à quelle occasion 195 États sont réunis pour parler de quoi, par exemple. Vous voyez, si vous regardez les occasions, elles sont rares. Elles sont rares, et donc ça, le climat, c'est quelque chose qui est devenu planétaire et qui touche l'ensemble. Et qui est fédérateur. Fédérateur et qui permet de réfléchir et puis de se mettre d'accord entre les riches, les pauvres, entre ceux qui n'ont pas. Ça nous pose des questions sur des changements de style de vie. C'est une renaissance qui nous attend. Il faut le voir comme ça, quoi. Laurent Fabius avait dit il y a peu de temps que c'était un peu le climat de la dernière chance et qu'il en allait de la guerre comme de la paix. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Oui, et en même temps, pour moi, il faut que ce soit obligatoirement une chance. Il y a un État comme ça qui avait fait l'unanimité à un moment donné, mais il n'y a pas d'habitants, c'était facile, c'est l'Antarctique. Que vous connaissez bien. Oui, le continent du pôle Sud, si vous voulez, ça avait fait l'unanimité. Et finalement, on a dit qu'il faut que cette terre reste une terre de science, une terre de paix. Tout le monde avait signé. C'était une opportunité intéressante où tous les pays avaient l'occasion de se réunir et pour dire qu'est-ce qu'on fait. Alors il y en avait qui disaient non, il faut les exploiter, on ne l'exploite pas, non, on va prendre un moratoire, non, on n'y va pas, etc. Puis à un moment donné, tous les États ont décidé de ne pas y toucher. Le climat, c'est pareil, c'est une volonté planétaire qui se met en place. Alors, ça nous touche tous, ça va nous toucher tous. Ceux qui sont le plus affectés n'ont pas été forcément ceux qui ont profité en amont de toutes les facilités. Donc ça demande un arbitrage et ça demande que les pays qui ont les moyens aujourd'hui fassent cet effort. J'étais il y a 2 jours avec Nicolas Hulot qui a voyagé énormément. Ça fait 2-3 ans que Nicolas fait le tour du monde. Il a dit quelque chose qui m'a touché hier, il a dit il faut voir les visages. Vous voyez, quand vous avez vu les visages, quand vous êtes dans la situation, que vous voyez les gens sur le terrain, comme ils en bavent, là vous dites, attends, je ne peux pas rentrer à la maison et ne rien faire. C'est l'impression que j'ai eue dans cet auditorium tout à l'heure. Tous ces pays du monde qui sont là, et chacun, et ce qui est intéressant, chacun a 4 ou 5 minutes. C'est-à-dire, ce n'est pas rébarbatif, on a le temps d'écouter, de se concentrer. Et j'ai trouvé qu'il y avait ça génère de l'énergie, quelque chose qui fait qu'il y a un truc qui est en route, quoi. Il ne faut pas le louper. Quand vous parliez des visages, vous aussi, vous avez beaucoup parcouru le monde, le visage change, le visage du monde est en train de changer. Oui. Le constat concret que vous en faites, quand vous parcourez justement tous ces kilomètres. Bon, alors si on reste à la notion de climat qui nous concerne, si vous allez par exemple dans le très grand nord, dans la toundra aujourd'hui, au nord de la Sibérie, au nord du Canada, vous vous rendez compte que ce qui était du permafrost, du pergélisol, du sol gelé en permanence, est en train de fondre sur une épaisseur de plus en plus importante. Et ce vieux sol qui est plein de richesses en matière organique est en train de dégazer du méthane d'une manière incroyable. Enfin, on ne s'attendait pas à ça, du méthane et du gaz carbonique. Là, bientôt, on verra les dernières images par satellite de l'océan Arctique, de cet océan qui est recouvert de banquise, et on va se rendre compte que ça rétrécit tous les ans. L'Antarctique perd d'énormes quantités de glace. Donc quand on fréquente ces régions, sans aller si loin, on est ici à Lyon, vous prenez la voiture, 2 heures après vous êtes à Chamonix, vous allez sur la mer de glace et vous regardez la régression énorme. Donc la glace trinque et c'est un indicateur, si vous voulez, du réchauffement, il n'y a pas de discussion. Alors, tout à l'heure, Bernard Soulages parlait aussi de la place des femmes. Michel Saban, qui est la responsable du R20, c'est-à-dire qui mobilise tous les secteurs des régions, mais qui s'occupe aussi beaucoup des femmes, prend la parole dans cette salle plénière. On va aller l'écouter quelques minutes. Une entreprise dirigée par des femmes dans le monde entier. Ces objectifs du fonds R20, en partenariat avec le Fonds mondial des villes, le FMDV, seront les suivants. Soutien à des projets à faible émission de carbone dirigés par des femmes. Soutien à des projets visant à créer un mouvement, un grand mouvement de solidarité avec les femmes des régions pauvres. Soutien prioritaire à des femmes entrepreneurs qui veulent offrir des produits et des services pro-verts. Je crois, je ne vais pas aller plus loin parce que ce fonds sera réservé à la COP21 et nous le lancerons officiellement là. Mais je crois qu'après le Maroc, nous allons tenir fin octobre les femmes chinoises pour le climat à Shanghai 3 jours. Et j'espère, je viens de voir avec monsieur le Premier ministre de Côte d'Ivoire, de faire la même chose pour les femmes en Côte d'Ivoire. Et j'espère que la solidarité entre les femmes des régions riches et des régions pauvres pourra s'appliquer dès la COP21. Merci. Bravo et vive les femmes dans la lutte contre le changement climatique. Je vous l'anime gratuitement, je viens.
Je viens soutenir votre sommet, évidemment. Nous allons entendre parler par Jano Aoussoukwa-Dio. Je ne suis pas certaine de ne pas écorcher votre nom. Vous allez nous parler d'un autre sommet qui a eu lieu dans votre pays. Je vous en prie. Merci. Mesdames et messieurs, je voulais vous faire rapidement le bilan et les perspectives du sommet sur le climat qui a eu lieu les 24 et 25 juin 2015 à Yamoussoukro. Ce sommet qui était placé sous l'égide de l'UEMOA, Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest, c'est une union qui regroupe 8 pays, et sous le haut patronage de son Excellence le Président de la République de Côte d'Ivoire, a connu un succès. Le but était de lancer la construction d'une réflexion commune des collectivités territoriales africaines et aussi poser la question des enjeux climatiques en vue de fonder un engagement durable en faveur du climat. Je disais que le sommet a connu un succès parce qu'il y avait environ 20 pays africains qui étaient représentés. Je voulais saluer le R20 avec à sa tête Michel Saban, aussi l'ARF, l'Assemblée des régions françaises, qui nous ont appuyés dans l'organisation de ce sommet. Un agenda positif tenant autour de 8 points, 8 engagements qui ont été énoncés dans ce que nous avons appelé la déclaration de Yamoussoukro que nous avions distribuée ici dans la salle. Donc nous allons peut-être nous borner aux essentiels parce que malheureusement le temps court. Mais je suis désolé, sur l'essentiel, il y a la gouvernance territoriale et environnementale, l'énergie durable et décentralisée. Mais ce qui est très important, c'est ce fonds mis en place pour les collectivités territoriales, un fonds doté d'1% de tout le budget des collectivités territoriales qui va aider à aménager, à maintenir les jeunes dans leur territoire. C'est ça qui est important, afin d'éviter un fonds vert, afin d'éviter qu'ils traversent la Méditerranée pour venir en Europe. Le deuxième point, c'est la plateforme africaine pour débattre des questions climatiques. Cette plateforme africaine est en train d'être réorganisée et nous serons à Paris à la COP21 et à tous les rendez-vous sur le climat parce que le problème du climat nous préoccupe tous. Je vous remercie. Merci beaucoup d'avoir été si succincte. Je vous remercie. Alors, le ministre d'Environnement du Québec, David Hurtel, va nous parler d'un sommet qui va avoir lieu à Ontario. Je vous en prie. Merci. Et un peu de contexte avant d'y arriver. Hier, le président Kéran nous parlait d'actions concrètes. La secrétaire Figueres nous parlait de collaboration et le Québec s'inscrit définitivement dans ces deux courants. Le Québec a formé le plus important marché du carbone en Amérique du Nord avec la Californie et une autre juridiction infranationale, l'Ontario, province canadienne, a annoncé en avril dernier qu'elle se joindrait à ce marché du carbone, ce qui souligne l'importance des juridictions infranationales dans la lutte contre les changements climatiques. Et ça s'est fait en Amérique du Nord grâce justement à plusieurs rencontres, plusieurs sommets, plusieurs activités de collaboration nationales et internationales. Notamment, en avril dernier, le premier sommet des provinces et territoires canadiens qui a eu lieu à Québec, mené par le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, durant lequel, encore une fois une première canadienne, toutes les provinces et tous les territoires ont jugé bon de collaborer ensemble et de mettre en place des moyens concrets pour lutter contre les changements climatiques. Et dans la foulée de ce sommet de Québec, nous nous trouvons ici, à Lyon, encore ensemble, travaillant non seulement dans une perspective nationale, mais en collaboration avec les ONG. Nous sommes signataires et coprésidents de l'Alliance des régions et des États du Climate Group. Nous travaillons au sein des comités techniques de la Banque mondiale. Nous travaillons également avec ICAP, AITA et d'autres ONG qui sont impliquées dans la notion d'établir des prix carbone et de développer les collaborations au niveau des juridictions infranationales liées au changement climatique. Et la semaine prochaine, sommet très important à Toronto, le sommet des Amériques sur les changements climatiques, où encore une fois, nous mettrons de l'avant avec nos partenaires des Amériques les moyens concrets menant vers Paris pour établir le rôle fondamental des États infranationaux dans la lutte contre les changements climatiques. Merci.
Je vous souhaite bonne chance pour convaincre les Américains du Nord qu'il faut agir pour contrecarrer le changement climatique. C'est Jean-Louis Etienne qui me faisait un signe. Il y a des bonnes intentions, ça ne va pas être simple, évidemment. Nous a rejoint sur ce plateau Khalifa Sall. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Dakar au Sénégal. Tout à fait. Vous étiez à l'intérieur de cette conférence pendant 2 jours. Qu'est-ce qu'il en ressort selon vous comme priorité qu'il va falloir mettre sur le papier en vue de la COP21 à Paris? Si je devais dire une seule priorité, c'est d'abord d'impliquer les autorités locales dans la lutte pour le changement climatique. Je crois que les autorités locales, les territoires ont leur place dans les négociations. Parce qu'aujourd'hui, ce qui a été constaté, c'est que les cycles qui ont précédé, depuis Kyoto à Copenhague, les cultures locales ont toujours été mises à l'écart. Aujourd'hui, nous sommes en train de prendre notre place. Qu'est-ce que nous souhaitons? C'est des mesures concrètes, que l'on dépasse les vœux et souhaits, qu'il y ait des engagements, mais surtout qu'il y ait des actes. Je crois que si c'était une demande à formuler, c'est ça, qu'il y ait des actes. Des actes, c'est quoi? C'est d'abord le financement? C'est ce qu'a annoncé François Hollande hier, c'est-à-dire avoir accès au financement? Il a parfaitement raison. Parce que c'est le nœud de la guerre. Tout le reste, les gens savent faire. Faire les évaluations, les diagnostics, faire des propositions et des projets, les gens font et ont l'habitude de faire. Mais dès qu'il s'agit d'agir, peu de personnes mettent la main à la poche. Et il ne s'agit pas, et je veux préciser, il ne s'agit pas pour les pays du Sud de demander aux seuls pays du Nord de sortir les moyens. Il faut que chacun se dise, nous sommes dans un partenariat. Cette planète est nôtre, pays du Sud comme pays du Nord, territoire du Sud comme territoire du Nord, chacun doit faire l'effort de mettre la main à la poche. Jean-Louis Etienne. Monsieur le maire, j'ai lu quelque chose, je crois que vous allez me le confirmer, qu'à Dakar, il y a un exemple intéressant, vous recyclez les déchets d'un abattoir que vous mettez pour refaire du méthane. Donc absolument, vous venez les jetiez avant à la mer, aujourd'hui vous les récupérez, vous les faites fermenter, donc refaire du méthane. Tout à fait. Voilà une action. On disait tout à l'heure, oui. Absolument. C'est un exemple que j'ai lu et qui était remarqué. Vous avez raison. Dakar a élaboré un plan climat avec la région Île-de-France. Aujourd'hui, avec Ariane et surtout avec l'AFD, parce que nous revenons toujours au financement, avec l'AFD. Le développement de l'environnement. Voilà, nous nous sommes donné les moyens de mettre en œuvre le plan qui a été adopté, élaboré avec les populations. Il s'agit de changer les mentalités, il s'agit de changer les conditions de vie. Il s'agit d'éviter que tout ce qu'on a vécu et dénoncé ne puisse se reproduire. Les gens parlent de résilience, nous parlons de capacité d'anticipation, de phénomènes que nous connaissons et que nous vivons. Donc il ne s'agit plus aujourd'hui de faire des incantations, mais d'agir et de prévenir. Vous connaissez les mêmes phénomènes que souvent on décrit, c'est-à-dire des problèmes de météo, des problèmes de climat, des problèmes d'eau également. C'est aussi l'une des priorités, l'eau. Nous sommes des Sahéliens, on n'a pas beaucoup d'eau. Nous vivons les affres de la sécheresse et de la désertification. Cela a eu comme conséquence dans nos zones urbaines de recevoir ce qu'on appelle les exodés ruraux, c'est-à-dire les migrants internes, ceux qui quittent les zones rurales pour venir dans les cités. Ces situations-là nous créent beaucoup de problèmes, tant au niveau de l'établissement humain qu'au niveau des infrastructures à mettre en place. Ce sont des nouveaux pauvres qui arrivent en général. Enfin, malheureusement, oui, c'est le besoin qui les pousse à venir dans les zones urbaines. Et cela pose beaucoup de problèmes en termes d'impact négatif sur le climat. Parce que d'abord, c'est un habitat mal maîtrisé, c'est de la pollution à tout va, puisque sur une superficie de 550 km² à Dakar, nous nous retrouvons avec près de 5 millions d'habitants. C'est le tiers de la population du Sénégal qui habite Dakar, de manière non prévue et mal maîtrisée. Donc vous comprenez le défi qui est nôtre et pourquoi nous avons élaboré ce plan climat qui apporte des réponses à tous les problèmes tels que l'érosion côtière, puisque nous sommes aussi une ville côtière, et nous sommes attaqués de toutes parts. Monsieur le maire, tout à l'heure, il y avait un de vos collègues d'Afrique également, je ne me rappelle plus exactement de la ville, mais
peu importe, parce qu'il faisait le rapprochement entre le climat et la migration, l'immigration. Vous aussi, vous faites ce rapprochement? Oui, mais l'immigration, elle est interne avant d'être externe. Parce que quand, pour les pays sahéliens, où nous n'avons pas 2 mois de pluie, où parfois nous n'avons pas plus de 200 mm d'eau par an, vous voyez bien que le sol est attaqué, les populations sont attaquées, il n'y a plus d'activité, donc pas de revenus et pas de ressources. Elles vont les chercher là où elles pensent le trouver, c'est-à-dire dans les zones urbaines. Donc c'est pour vous dire que le climat impacte beaucoup dans le phénomène migratoire. Et aujourd'hui, ce sont ces mêmes populations des zones rurales qui enjambent les zones urbaines pour se déverser dans les pays du Nord. Jean-Louis Etienne, là-dessus, c'est vrai qu'il y a un vrai phénomène aussi. Oui, des migrations, tout à fait. On les appelle les réfugiés climatiques. Il y en a quelques-uns, bien sûr. C'est bien dit, c'est une belle trouvaille. Les réfugiés climatiques. Dans une ville comme la vôtre, où il fait toujours chaud, été comme hiver, nous, dans des pays tempérés, nous avons le chauffage l'hiver, donc on consomme de l'énergie. On n'est pas habitué à faire face à de la chaleur, on le voit souvent, on n'a pas de climatiseur. Est-ce que le climatiseur, c'est quelque chose qui se développe et qui représente une consommation énergétique importante et constante toute l'année? Malheureusement, oui. Bon, maintenant, le climatiseur, il n'est pas chez tous les urbains. Ça se développe, on va dire. Ça se développe, voilà, son utilisation. Et sur la facture énergétique, ça va commencer à peser. Ça impacte. Ça impacte. Ça, vous avez raison. Surtout dans les zones urbaines. Est-ce que vos concitoyens viennent vous voir aujourd'hui avec des problématiques très claires sur le climat, ou est-ce que c'est quelque chose qui a encore du mal à avoir une prise de conscience de la part des habitants de Dakar? La prise de conscience, elle est là, elle est effective. Le problème que nous avons, c'est que ce sont les conséquences de cela qui nous reviennent dans les sollicitations. Est-ce qu'il n'y a pas eu d'anticipation? C'est ce que j'ai dit. Cette anticipation aurait été efficace si nous pouvions maîtriser le manque de pluie. Le manque de pluie pendant 20 ans, parce que c'est sur 20 ans. Parce que pour que ça impacte aujourd'hui sur le climat à Dakar, c'est que pendant 20 ans, nous avons eu un déficit pluviométrique constant. Cela a poussé des milliers de populations à venir s'installer à Dakar. Ces populations non prévues dans leur habitat, dans leur quotidien, l'assainissement, dans leur éducation, dans leur mobilité. Parce que l'autre drame des pays africains, le professeur parlait de climatiseurs. Nous parlons de la mobilité urbaine, qui est une grande cause de pollution. Parce que les véhicules sont d'un certain âge. Donc il faut revoir aussi tout le mode de transport, on en parlait Jean-Louis Etienne tout à l'heure. Le problème de la qualité de l'air est un... Bien sûr, à Dakar, de la ville. Nous avons des capteurs pour mesurer la qualité de l'air. Malheureusement, on est toujours à des pics compte tenu de la qualité du parc automobile. Oui. On en parlait tout à l'heure avec nos invités. Je dirais que c'est toujours chaque voiture est à la limite du transport en commun. Absolument. Il y a en général du monde dans la voiture, vous ne vous déplacez pas pour rien. Vous parliez de mutualisation tout à l'heure. Oui, là c'est un blablacar maximal si vous voulez, où tout le monde s'entraide et on rentre nombreux dans les véhicules. Donc la solidarité, c'est un slogan chez nous. Tout à fait. C'est une conscience et un comportement. Monsieur le maire, si on va revenir un tout petit peu sur l'engagement qu'il va y avoir jusqu'au mois de décembre pour la COP. Vous aimeriez que les États s'engagent aujourd'hui, on imagine, sur les territoires, sur le climat. Il y a un engagement que vous aimeriez voir tout en haut comme priorité, des priorités? Oui, nous pensons que d'abord, il ne faut pas que les États s'engagent à mettre en œuvre. Il faut que les États s'engagent à laisser les territoires mettre en œuvre. Parce qu'en vérité, les plus impactés par le changement climatique, c'est à la base. C'est dans les cités, c'est dans les quartiers, c'est dans les maisons. Donc ceux qui sont les plus imprégnés de ces réalités et de leurs conséquences, ce sont les élus locaux et les populations à la base. Les impliquer, leur faire confiance, permettrait de trouver efficacement les solutions. Merci, monsieur le maire, d'être venu nous voir. Jean-Louis Etienne, évidemment, vous restez avec nous. On va retourner dans la salle plénière. C'est Jean-Jacques Kéran qui prononce son discours de conclusion de ce sommet. Jean-Jacques Kéran, le président du Conseil régional de la région Rhône-Alpes. Je retiens 3 résultats. Le premier, c'est la reconnaissance unanime de la dimension territoriale de l'action climatique. Et nous avons entendu en particulier le président de la République annoncer que dans le cadre du sommet, il y aura une journée des territoires au mois de décembre prochain. Le deuxième point,
je pense aussi que la force de notre sommet, ce sont les engagements qui ont été pris, des engagements qualitatifs, mais aussi des engagements quantifiés. Nous sommes dans le temps de l'action. Troisième résultat, c'est la demande qui a été quasi unanime que les collectivités territoriales accèdent aux financements internationaux et qu'elles mettent en œuvre les programmes en matière de changement climatique comme elles l'ont fait déjà. Enfin, je termine par un maître mot qui a couru dans tous nos débats, dans toutes les interventions, c'est la solidarité internationale. Dans un monde divisé, dans un monde qui connaît des conflits, nous plaidons pour cette solidarité. Et je rappelle les mots de Kofi Annan, l'ancien secrétaire général des Nations Unies. La solidarité internationale n'est pas une simple possibilité, c'est une nécessité. Merci à tous d'être venus ici à Lyon pour l'affirmer. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la Région. Venez. J'ai chauffé votre place, c'est tout. Et donc, c'est la ministre de l'Environnement du pays qui est en charge en ce moment de la présidence de l'Union européenne qui va parler en première. Carole Dijsselbloem, vous pouvez rester assis ou vous levez. C'est vous qui décidez, c'est libre. Ok, alors je vais me lever. Très bien, donc le pupitre est à vous dans ce cas-là. Bon, mesdames, messieurs, pour moi c'est la première fois étant dans mon rôle officiel dans le cadre de la présidence luxembourgeoise du Conseil de l'Union européenne. Donc je fais mes premiers pas ensemble avec vous et j'espère que ce sera un voyage qui restera dans la mémoire. Les femmes en force. Bon, je tiens à remercier de toute manière Jean-Jacques Keran, mais aussi Ronan Dantec qui m'a invité déjà à Lima l'année passée, Bernard Solange et tous les participants qui ont vraiment contribué à ce que ce soit un moment extraordinaire de solidarité, un moment qui met en mouvement et un moment qui nous fait des bonnes énergies qui vont rester dans nos têtes et qui vont nous accompagner jusqu'à Paris. Parce que nous aurons un agenda qui sera très bien rempli. Ça sera New York, les objectifs du développement durable, et ce sera à la fin de la présidence luxembourgeoise, donc Paris. Nous, comme Luxembourg étant la présidence, on ira là, être la voix de l'Europe, ensemble avec le commissaire, et on aura une voix forte de l'Europe. Parce qu'il nous faut cet accord de Paris, il nous le faut être durable, il nous faut être dynamique, il faut que ce soit clair, qu'on ait des signaux clairs qui vont vers toute la société, vers vous, mais surtout aussi vers le business. Un élément essentiel de notre voyage jusqu'à Paris, c'est l'agenda des solutions qui est promu par la France, mais aussi par le Pérou, et qui fait connaître les solutions qu'on a, qui fait partager le savoir des acteurs locaux, qui fait ainsi démontrer la faisabilité de combattre le changement climatique et surtout qui fait connaître les bénéfices qu'il apporte à tous et à toutes, qu'il apporte au bien-être mais aussi des bénéfices au niveau de l'économie parce que combattre le changement climatique, ça fait un sens au niveau économique. Permettez-moi encore quelques mots sur l'accord qu'on aimerait négocier et le rôle de la présidence luxembourgeoise. Il faudra se exprimer tant sur l'atténuation que sur l'adaptation, sur les moyens de mise en œuvre, et il faudra que tout le monde puisse prendre part à cet accord. Dans cette optique, on peut bien entendu faire passer des messages clairs de l'Europe. Et nous allons axer dans les prochains mois sur quelques points qu'on suivra, c'est-à-dire les mesures de suivi, quelle est la façon de rapportage, de vérification qui garantiront la transparence et la redevabilité des parties, quels sont les cycles de révision permettant d'augmenter le niveau d'ambition et comment est-ce qu'on s'exprime tous ensemble, étant européens, sur un objectif à long terme. Et enfin,
qu'est-ce qu'on va dire au niveau du financement? Ce seront des éléments clés à discuter au niveau européen parce que l'Europe joue un rôle leader, peut jouer un rôle leader, ayant un contrat et un accord à Paris qui soit à la hauteur du défi. Pour cela, il nous faudra créer une image, un puzzle où chacun est important. Parce que vous savez, si on regarde une image qui est un puzzle, il nous faut toutes les autorités, les nationales, les locales, les ONG et les acteurs du privé. Et pour cela, ici et aujourd'hui, on a fait un grand pas en avant. Je vous félicite tous et toutes d'avoir abouti à cette déclaration du sommet mondial d'ici qui va nous porter à Paris. Je félicite aussi tous ceux qui ont fait des initiatives qui ont été signées, par exemple l'initiative Under Two Modu, signée par la Californie et le Baden-Württemberg, mais aussi tous les autres qui ont réussi à démontrer leur succès et leur rôle qui est essentiel, un rôle essentiel que jouent les territoires pour mettre en mouvement et pour traduire les actions des engagements. Qu'est-ce que nous faisons? Nous, politiciens nationaux, essayons de créer un cadre qui, sans votre engagement, sans l'engagement des territoires, n'aura pas de vie, ne touchera pas les citoyens. Et donc, pour conclure, je souhaiterais vous inviter, vous, les collectivités locales, les ONG, les entreprises, à poursuivre vos efforts et à maintenir la pression pour la COP21, mais aussi au-delà de la COP21. Et Madame Figueres l'a déjà dit, il a été la volonté politique d'introduire des efforts que vous faites dans l'accord. Pour conclure, inspirez-nous, poussez-nous vers un accord qui sera à la hauteur du défi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Carole Dischenbourg. Une excellente entrée en matière. Donc, je vous rappelle que le Luxembourg a donc la présidence tournante de l'Union européenne depuis hier, d'où donc la nécessité de faire un début dans vos fonctions. Je passe tout de suite la parole à la ministre déléguée chargée de l'environnement du Maroc, Hakima El Haïté. Merci de l'accueillir. Monsieur le Président, cher Ronan, Bernard, d'abord merci. Merci de me permettre de participer à ce débat passionnant. Merci d'avoir organisé ce sommet qui nous permet de voir combien même les accords de Paris nous donnent du fil à retordre. Eh bien, vous êtes en mouvement. Les collectivités locales sont en mouvement, la société civile est en mouvement, les entreprises sont en mouvement. Donc merci de nous faire participer à ce débat. Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais vous dire qu'en septembre, nous allons à New York. Nous allons à New York pour adopter les objectifs du développement durable. Lesquels objectifs? Les 17 fameux objectifs que vous connaissez vont porter sur des objectifs de développement, de droits humains, des objectifs de durabilité et donc tous les objectifs que nous allons ratifier à New York vont permettre d'inscrire l'humanité dans une trajectoire de lutte contre la pauvreté, de dignité, parce que le sommet de New York est inscrit sous le signe de la dignité, sous les signes de la dignité et en reposant sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est l'éradication de la pauvreté. Le deuxième pilier, c'est la transformation de la société et le troisième pilier, c'est la protection de la planète. C'est une très bonne nouvelle, vous allez me dire. Nous allons adopter les objectifs de développement durable. C'est aussi une bonne et mauvaise nouvelle si à Paris, nous n'arrivons pas à atteindre l'accord. Parce que la réalisation et l'atteinte des objectifs de développement durable, c'est l'accord et c'est la réussite de l'accord de Paris. Parce qu'au fait, quand on parle des objectifs de cet accord de Paris, atteindre et contenir la température à 2 degrés C,
Ce n'est pas une équation mathématique. Nous sommes en train de parler d'un changement de culture, d'un changement de comportement, d'un changement de paradigme, d'une transformation de la société. Le changement climatique, les impacts, nous les connaissons tous. Nous avons entendu tout à l'heure, mais j'aimerais donner des chiffres qui sont juste ahurissants. Quand on parle des changements climatiques, c'est 300 millions et plus que ça, hein, c'est 750 millions d'habitants à travers le monde qui n'ont pas accès à l'eau potable. Et l'un des objectifs du développement durable, c'est garantir l'eau potable à toute l'humanité. 50% de ces 750 millions d'habitants qui n'ont pas accès à l'eau potable se trouvent en Afrique. Quand on parle du changement climatique, c'est 140 millions d'heures par jour qui sont nécessaires aux femmes et aux enfants d'aller chercher de l'eau pour l'alimentation en eau potable. C'est 18% de la population mondiale qui n'a pas accès à l'énergie. Et quand on regarde les objectifs de développement durable, c'est aussi le droit et l'accès à l'énergie. C'est 38% de la population mondiale, soit 2,6 milliards de personnes qui n'ont pas accès à une énergie propre pour se chauffer et pour cuisiner. Et 50% de ces personnes sont en Afrique. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire un impact sur la santé de ces populations extraordinaire, parce que vous connaissez l'impact sanitaire lié au bois de feu et à la combustion de la tourbe. Quand on parle des changements climatiques, c'est aussi des millions et des millions d'hectares de terres dégradées. Et donc on touche directement à la sécurité alimentaire. Et pour ne parler que de l'Afrique dont je suis originaire, c'est 500 millions de terres dégradées en Afrique, de quoi nourrir la population mondiale à l'horizon 2050. Donc, mesdames et messieurs, quand on parle des changements climatiques, on parle des droits humains, les droits les plus élémentaires pour garantir la dignité. Et c'est ça ce que nous allons adopter à New York. Et c'est de ça qu'on va parler à Paris d'une manière différente, avec des termes de négociation différents, mais c'est au fait, il s'agit d'une transformation de nos sociétés, il s'agit du monde que nous voulons créer demain, il s'agit de quelle planète nous voulons demain pour nous et pour nos enfants, parce que le rapport du GIEC dit qu'en 2050, nos enfants seront toujours là. Eh bien, des territoires seront effacés de la planète. Donc aujourd'hui, nous allons à Paris. Nous allons à Paris et je voudrais à cet effet remercier la France. Remercier la France à plus d'un titre, parce que j'ai participé aux négociations de la COP. Mais je peux vous dire, chers amis français, que c'est la première fois qu'il y a une dynamique aussi intense de discussion, de participation, une approche aussi inclusive qui met autour de la table des négociations aussi bien la société civile que les collectivités locales et les territoires, que les entreprises privées. Et nous avons passé le sommet à Paris, le sommet de Business Climate Summit. Et dans ce sommet de l'entreprise, voilà le terme que je cherchais, eh bien, nous avons vu la mobilisation des entreprises. Ils sont déjà dans l'action climat. Aujourd'hui, à mon sens, nous vivons un jour historique. Un jour historique parce qu'aujourd'hui, c'est l'accord qui a été ratifié par le plus grand nombre de réseaux à travers le monde. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez donné beaucoup moins de travail à ma chère amie Tubiana. Je te dis, va à Paris en étant tranquille, ils ont fait le travail pour nous. Donc aujourd'hui, nous vivons un moment historique parce qu'il s'agit d'un texte qui a été le plus largement ratifié par les réseaux sociaux. Et j'ai entendu notre ami Bernard parler des 2/3 de la population mondiale qui dit indirectement sont dans les réseaux. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, chers amis, vous nous avez donné une grande leçon, à nous les politiciens. C'est dire que quel que soit l'accord de Paris,
Vous êtes déjà en mouvement. Et dire qu'aujourd'hui, vous nous avez donné l'occasion de rapporter votre voix, mais pas seulement votre voix, vos actions sur le terrain. J'ai écouté le maire de Lyon parler et j'ai été bluffée par ses énergies positives. J'ai écouté la mairesse de Genève parler hier et j'ai été bluffée par ce qui a été fait à Genève. J'ai écouté tous les maires et mairesses aujourd'hui qui ont parlé des actions dans leur ville, le maire du Danemark. Et je voudrais vous remercier et vous féliciter parce qu'à Paris, c'est vrai, nous allons vers un processus de négociation qui est compliqué. Qui est compliqué pas parce qu'on oppose le Nord au Sud. Je pense qu'on devrait dépasser, j'ai été un peu déçue d'entendre ça, il faudrait dépasser, on n'oppose personne à personne. Nous allons à Paris, nous devons être solidaires en tant qu'êtres humains, en tant que citoyens de ce monde, parce que tout le monde doit s'adapter. Mais vous, les Français, regardez la chaleur que vous avez. Cette chaleur, vous l'avez vécue il y a 20 ans. Et donc nous partons à Paris avec un mot-clé qui est la solidarité mondiale. Nous devons trouver des solutions à tous les peuples du monde, pas seulement pour les Africains, parce que nous sommes le plus lésés. Nous sommes lésés par les changements climatiques, mais pas nécessairement les plus lésés. Et les États insulaires risquent de disparaître. Les peuples indigènes sont touchés dans leur vie de tous les jours. Donc nous partons à Paris avec un mot-clé, c'est être solidaire pour sauver pas la planète. Quelqu'un a dit la planète n'a pas besoin de nous, pour nous sauver et sauver l'espèce humaine. Parce que imaginez que demain, imaginez que le rapport du GIEC arrive demain et que nous ne faisons rien. Aujourd'hui, merci, vous nous avez démontré qu'on fait beaucoup. Donc aujourd'hui, nous partons à Paris en étant confiants que les États vont être raisonnables et qu'il y aurait une place à l'adaptation aussi bien qu'à l'atténuation. Nous avons besoin que les pays industrialisés, et je dis bien les pays industrialisés, nous aident en mettant en place les critères d'éligibilité de l'adaptation. Parce qu'on va nous dire oui, l'adaptation a la même importance que l'atténuation, mais il faut des critères pour qu'on puisse vous aider. Eh bien non, définissez les critères parce que vous avez la science, vous avez la technologie, vous nous avez dépassés. Eh bien définissons ensemble ces critères pour aider les pays qui ont besoin de s'adapter et qui en ont besoin pour des raisons historiques. Un scientifique m'a dit, quand on parle de responsabilité historique, c'est pas parce que vous avez pollué il y a très longtemps. Non, c'est parce que les taux d'émission des gaz à effet de serre sont toujours dans l'atmosphère. Ils restent 100 ans dans l'atmosphère. Donc, cette responsabilité, quand on parle de responsabilité commune et différenciée, c'est là la différenciation. Vous avez pollué, nous n'avons pas les capacités, nous devons être ensemble pour gérer ce moment intense à Paris. Nous partons pour Paris en demandant aux États également d'être innovants sur les outils de financement. Le fonds vert, oui, mais le fonds vert, c'est 100 milliards de dollars par an. Nos besoins, c'est 500 millions de dollars par an pour l'adaptation, c'est plus de 1200 millions de dollars pour l'atténuation. Et donc, il faut développer des outils pour le financement qui sont beaucoup plus innovants que le fonds vert. Et enfin, je dirais un dernier mot. Nous partons pour Paris. Et là encore, je félicite le G7, je félicite le G20. Je n'oserais pas féliciter le pape parce que lui aussi a dit un mot concernant le changement climatique. Nous partons vers Paris en espérant que l'accord de Paris n'est qu'une étape, mais que l'essentiel de la cohérence au niveau mondial soit assise au niveau de ces grands groupes, parce qu'il n'est pas normal de parler de changer de paradigme quand on continue à subventionner à 500 milliards de dollars par an les énergies fossiles. Il n'est pas normal. Vous avez raison. De continuer. Il n'est pas cohérent de continuer à demander aux pays qui sont là de faire des actions, aux collectivités locales de faire des actions propres et sobres en carbone, quand nos systèmes financiers financent encore des centrales à charbon dans nos pays. Donc aujourd'hui... Merci. Merci, madame. Merci. Alors aujourd'hui, nous partons à Paris
en félicitant la France d'avoir créé cette dynamique, d'avoir engagé les discussions au sein du groupe G7 et au sein du groupe G20, et en vous disant à tous, oui, mettez vos actions sur le Nazca, parce que vous allez nous inspirer, nous, les pays de ce monde, peu importe où on se trouve. Je finis par vous dire, mesdames et messieurs, les changements climatiques n'ont pas de pays, n'ont pas de frontières et n'ont pas de nationalité. Aujourd'hui, ensemble, nous devons militer pour changer le monde et ensemble, nous devons militer pour sauver l'humanité. Merci à vous tous. Merci à vous. Yes, a standing ovation. Woohoo. Madame, elle a été, moi j'ai encore la chair de poule, hein, c'est réel. J'adore un plaidoyer comme ça qui vient directement de cœur et je crois qu'elle a parlé au nom de nous tous, ou au moins de la grande majorité. La ministre de l'Environnement de Luxembourg doit partir, je vous ai excusé, j'ai bien compris, sinon le train partira sans vous. Votre porteur, si j'ose dire, vous attend. Merci beaucoup d'être venu. Un petit applaudissement et bonne chance pour la suite des opérations européennes. Et puis, là, voilà, discours très fort de la ministre du Climat, de l'Environnement du Maroc. Vous l'avez entendu, Jean-Louis Etienne, avec un certain nombre de propositions qui ont été formulées. Alors, si on résume un tout petit peu, parce qu'il est un petit peu l'heure de résumer, on est à une demi-heure de la fin de ce congrès, de cette grande réunion du climat. Proposition, accès au financement. Ça, on a compris que c'était l'une des priorités, en tout cas annoncée aussi par le président de la République. 2, les collectivités qui veulent être au centre du jeu. Et on l'a bien compris. 3, l'agenda des solutions en route pour Paris. Ça suffit, ça, pour défendre sa position en vue de la COP à Paris? Mais ça fait déjà une ligne de conduite, si vous voulez. Ça fait un carnet de route. On sait où on va, on sait ce qu'il faut vous dire. Je pense que il y a un mot qui sera difficile à faire passer, c'est le mot contraignant. On l'a beaucoup entendu, ce mot. On l'a beaucoup entendu et je vois mal, si vous voulez, les... Jean-Louis Etienne, je vais juste vous couper quelques secondes parce que le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, s'exprime à l'instant. Bien sûr, chers amis. J'aurais beaucoup souhaité être personnellement et directement avec vous aujourd'hui. Malheureusement, la négociation sur le nucléaire iranien impose que je sois à Vienne, en Autriche. Je ne peux donc communiquer avec vous que par ce message vidéo à l'occasion de votre sommet consacré à l'engagement des territoires au service du climat. Je reviens de New York où le président de l'Assemblée générale des Nations unies a organisé en début de semaine un événement sur le changement climatique avec l'ensemble des 196 parties représentées. Le message qui résulte de notre réunion est clair. La mobilisation internationale en faveur du climat se renforce, tant mieux, mais le réchauffement climatique lui-même se renforce. Et il faut donc accélérer notre action contre le dérèglement du climat. L'année 2014 a été la plus chaude jamais enregistrée. L'année 2015 risque de l'être plus encore, et aujourd'hui même, et ces jours-ci, cela ne va pas faire baisser les moyennes annuelles, au contraire. Ce réchauffement, nous savons que nous devons le contenir à 1,5 degré ou 2 degrés. Nous savons que si les températures augmentaient davantage, on parle de 3 degrés, 4 degrés, 5 degrés, les effets pour la planète et pour chacun de nos territoires seraient absolument dramatiques. Pas seulement pour le climat, mais aussi pour la santé publique, pour le développement, pour la sécurité et pour la paix. Et aucune région du monde n'échapperait aux conséquences de notre inaction. Nous sommes à 5 mois de la COP 21, que j'aurai la responsabilité de présider, et je voudrais en quelques mots vous dire où nous en sommes. Il y a d'un côté plusieurs évolutions positives. Il y a un consensus entre les États sur la nécessité d'obtenir un accord universel et ambitieux à Paris. De grands pays émetteurs de dioxyde de carbone s'engagent, et je pense en particulier aux États-Unis et à la Chine, qui, avant-hier, a présenté sa contribution à l'occasion de la visite en France du Premier ministre chinois. À cela s'ajoute une prise de conscience de beaucoup d'entreprises, vous le notez certainement, d'acteurs financiers et de territoires, j'y reviendrai, puisque votre rassemblement de Lyon l'illustre.
Je constate aussi, et c'est tout à fait important, le soutien de la communauté scientifique, l'appui de très hautes autorités spirituelles et morales, le leadership d'un certain nombre de responsables éminents, dont le secrétaire général des Nations Unies, qui est très engagé dans cette cause. Et enfin, vous constatez, comme moi certainement, le soutien de l'opinion publique, notamment des jeunes, de la société civile et de toute une série d'organisations. Tout cela, c'est positif, et cela nous permet d'espérer un accord qui serait historique à Paris en décembre sur le climat. Mais, parce qu'il y a un mais, pour autant, nous sommes tous lucides. Nous savons l'extrême complexité de la tâche, nous savons le travail qui reste à accomplir finalement en peu de temps, et nous savons la masse des obstacles à surmonter. Il faut donc transformer la bonne volonté qui est acquise en un bon accord qui reste à obtenir. Il y a au moins 2 innovations importantes prévues pour la COP 21 par rapport aux COP précédentes. La première concerne la mobilisation des États. Comme vous le savez, tous les pays se sont engagés à établir une contribution nationale, en anglais NDC, qui fixe des objectifs de limitation de leurs émissions. Et c'est la première fois dans les négociations climatiques internationales. C'est un levier extrêmement précieux, même si parfois les engagements pris peuvent apparaître décevants, ou aussi, même si certains n'ont pas encore été publiés. Mais à ce jour, il y a environ 54% des émissions de gaz à effet de serre qui sont couvertes par les engagements pris par les États. Les efforts des États sont essentiels, mais nous savons tous qu'ils ne sont pas suffisants et que très souvent, l'émission des gaz à effet de serre vient d'autres acteurs. Et les engagements des États doivent donc être renforcés par une mobilisation de ce qu'on appelle les acteurs non étatiques. C'est pourquoi, et c'est la deuxième innovation, nous avons décidé de rassembler à Paris les engagements et les initiatives concrètes de tous ces acteurs non étatiques en faveur du climat. Nous appelons ça l'agenda des solutions ou l'agenda Lima-Paris. À cet égard, la mobilisation pour le climat des villes, des régions, des territoires, c'est-à-dire la vôtre, est absolument essentielle. Je dirais que cette mobilisation n'est pas une option, c'est une obligation. Par vos engagements, vous avez d'abord la capacité d'inciter les gouvernements à se fixer des objectifs plus ambitieux et de renforcer nos chances de rester au-dessous de la limite des 2 degrés. Ça, c'est votre action indirecte. Mais par vos engagements directs, vous pouvez décider vous-même, et vous le faites, et conduire nos concitoyens à adopter ce que j'appelle le réflexe zéro carbone dans la vie quotidienne. En matière de transport écologique, de bâtiments à énergie solaire, de valorisation des déchets. Et c'est en ce sens que vous investissez dans ces secteurs et du même coup, vous détenez des éléments très importants de la solution. Vos engagements, et je le sais pour avoir dirigé moi-même des collectivités locales pendant plusieurs années, prennent toute une série de formes. D'abord, il y a des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, comme pour les gouvernements. Certains engagements importants ont déjà été pris en ce sens. Et je sais que vous vous apprêtez à en annoncer de nouveaux. Je saluais en particulier l'engagement pris par une centaine de grandes villes et régions du monde, c'était en septembre 2014 à New York, de réduire leurs émissions d'ici 2030. Je saluais aussi l'engagement des villes européennes mobilisées depuis longtemps dans ce sens et qui se sont engagées à réduire leurs émissions de 20% d'ici 2020 et déjà pour certaines d'entre elles de 40% d'ici 2030. Et je veux saluer aussi l'engagement ambitieux pris en mai par plusieurs régions du monde, sous l'impulsion du gouverneur de Californie, de réduire leurs émissions de 80 à 95% en 2050 par rapport à 1990, ou de plafonner les émissions par personne à 2 tonnes par an. Au-delà, vous adoptez souvent des plans d'action en faveur du climat, avec des mesures extrêmement concrètes qui ont un impact immédiat, y compris lorsqu'il s'agit de vous adapter aux impacts déjà en cours du dérèglement climatique. Je pense notamment aux villes et aux régions des pays du Sud qui sont très présentes dans ce sommet de Lyon. Par exemple, quand San Francisco se fixe un objectif zéro déchet, ça change la donne. Quand Dakar, pour prendre un autre continent, se dote d'un plan climat qui prévoit l'utilisation d'énergies renouvelables et une meilleure isolation des bâtiments, ça change la donne. Quand Helsinki annonce la mise en place d'un système de transport urbain permettant de réduire massivement l'usage des voitures individuelles d'ici 2025. Cela change la donne. Quand Séoul déploie un programme volontariste
de transport public et d'extension des espaces verts, là aussi cela change la donne. Et je pourrais citer bien d'autres exemples, plus grands, plus petits, de territoires climato-exemplaires qui montrent que les collectivités locales sont les laboratoires actifs de la croissance verte. En vue de la COP21, je vous encourage, et j'encourage tous les territoires à prendre des engagements, à mettre en œuvre des initiatives concrètes et à les faire connaître. Je vous invite à les publier sur la plateforme numérique appelée NASCA, Non-State Actor Zone for Climate Action, NASCA, qui a été mise en place par les Nations Unies en préparation de la COP 21. Cette plateforme va permettre de mieux recenser les initiatives et de diffuser les bonnes pratiques. Mais là aussi, je veux être clair, si l'action des collectivités locales pour la planète est absolument indispensable, elle ne peut pas se substituer à l'action des États. Les gouvernements ont un rôle central à jouer et nous devons, nous gouvernements, montrer que nous sommes à la hauteur des enjeux. Ça implique, je le dis clairement, une accélération des négociations qui sont actuellement menées. Il ne faut pas attendre la dernière minute pour espérer régler des questions aussi difficiles. Et c'est la raison pour laquelle je réunirai à plusieurs reprises toute une série de ministres d'ici la COP 21. Un accord est indispensable, il est possible, mais il faut accélérer. Je sais que vous me transmettrez à l'issue de vos travaux une déclaration qui comprend plusieurs demandes adressées aux négociateurs. Et j'en ferai donc état aux délégués en amont de la COP 21. Et j'insisterai notamment sur quelques points essentiels pour que l'accord de Paris soit un bon accord. L'exigence de justice. La justice, ça signifie l'équité dans les efforts à accomplir par les différents pays qui sont dans des situations différenciées. La justice, ça signifie aussi la solidarité financière envers les pays en développement et les pays pauvres. Et l'idée que les collectivités locales pourront bénéficier des financements climat internationaux est une excellente idée qu'on va essayer de faire avancer. Et puis il y a la meilleure prise en compte de l'adaptation aux effets du changement climatique et pas seulement de l'atténuation. Tout ça, c'est la justice. Une autre condition d'un bon accord, c'est qu'il soit durable. C'est-à-dire qu'il ne doit pas s'arrêter brusquement en 2030, mais qu'il puisse se prolonger au-delà, s'améliorer au fur et à mesure, et qu'il comporte donc une clause de révision qui nous permette d'évaluer collectivement les choses, de revoir, de situer où nous en sommes, et de revoir régulièrement à la hausse les engagements initiaux. Voilà, chers amis, mesdames et messieurs, messieurs les présidents, mesdames, nous sommes à 5 mois de la conférence de Paris. L'accord est absolument indispensable et, je l'ai dit, il est possible. Il appartient aux 196 parties à la Convention des Nations Unies sur le climat d'adopter un dispositif ambitieux, juste, différencié et durable. Mais par vos actions et par vos engagements, il vous appartient de contribuer à ce que cet accord soit le plus ambitieux possible. Les États et les territoires doivent être des alliés pour le climat. Nous devons, nous, gouvernements, tenir le plus grand compte de votre message. Et vous devez, vous, apporter tout votre appui qui est absolument décisif. Je vous donne rendez-vous début décembre pour le sommet des élus locaux pour le climat à l'Hôtel de Ville de Paris et pour la journée spéciale qui sera consacrée à l'action des villes et des régions dans la COP 21, elle-même à Paris-le-Bourget. Je veux enfin vous féliciter pour ce que vous faites, pour ce que vous ferez, pour les habitants de vos villes, de vos régions et pour le monde. Merci. Merci Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères français. C'est bien de savoir qu'il nous soutient même s'il n'a pas pu être ici physiquement. Mesdames et messieurs, je voudrais juste profiter pour vous dire que c'est bien les derniers mots du sommet qui vont être prononcés dans un instant. S'il vous plaît, n'oubliez pas tout à fait à la fin de laisser vos casques à l'entrée comme d'habitude. Je vous remercie énormément aussi comme d'habitude les interprètes qui nous ont permis de nous comprendre. Je vous dis déjà pour ma part, bon voyage et à nous deux Paris. Merci beaucoup. C'est à vous Laurence Tubiana. Merci. Chers amis du climat, j'ai l'impression que j'ai beaucoup d'amis dans cette salle. Je suis impressionnée. Comme un climat, j'ai été bluffée par ce que j'ai entendu depuis
hier. Et si parfois, dans cette négociation difficile, je me sens un peu découragée, voilà, vous avez fait quelque chose de formidable pour moi, en tout cas très égoïstement. Je repars d'ici, regonflée à bloc, pour cette négociation, pour ces 5 mois de finalisation du marathon. Grâce à vous. Monsieur le Président Bernard Ronan, tous vraiment bravo. Je salue votre déclaration politique. Vous avez fait une déclaration politique, bravo. Et elle démontre qu'au sein de la mobilisation de tous les acteurs est possible autour de la vision du futur et des solutions. La vision et l'action. Bravo, bravo, vous faites très bien. Parfois, quand entre gouvernements, on pinaille sur des détails, vous êtes en train de tracer la route. Vous venez d'horizons divers de la société civile et avec des cultures différentes. Et pourtant, vous êtes en train de travailler collectivement pour engager les territoires sur cette trajectoire compatible avec une limitation des températures. Et vous le faites en parlant réduction des émissions, résilience des économies, développement, eau, sécurité alimentaire. J'ai entendu surtout parler de développement ces 2 jours. Et vous vous engagez à développer des coalitions d'acteurs parce qu'on ne peut rien faire sans coopération. Donc bravo. Ils font de ce sommet, tous ces engagements font de ce sommet une étape très importante d'ici la COP de la fin d'année. Pour vous le dire d'ailleurs très franchement, lorsque nous avons élaboré ensemble, toute l'équipe préparant le climat, le sommet du climat, les 4 piliers dont François Hollande nous a parlé, pour moi, et vous avez vu comment Laurent Fabius partage cette analyse, pour Ségolène Royal, pour François Hollande, c'est les collectivités, les territoires qui doivent être le pilier essentiel de cet agenda des solutions. Vous représentez l'esprit de la COP que nous voulons en décembre, une COP de l'action, des solutions et qui apporte surtout un signal crédible que les gouvernements et tous les acteurs non étatiques vont partager, s'engagent de façon résolue dans cette action. L'inévitabilité, le chemin vers l'économie sobre en carbone, vous le décrivez. Vous savez, lorsque je rêve du communiqué du 12 décembre 2015 à Paris, c'est une phrase très simple. L'économie sobre en carbone et résiliente, elle est en chemin, elle est inévitable. Vous l'avez dit aujourd'hui pendant 2 jours. D'une certaine manière, mon communiqué est déjà fait, c'est vrai. Akima a raison, il y a beaucoup moins de travail depuis aujourd'hui. Et travaillons ensemble, il faut que nous travaillions ensemble pour faire de la COP le maximum de publicité, le maximum de visibilité de l'expression de ce que vous êtes en train de faire, élus locaux, régionaux, autres acteurs, pour dire le terrain est en train de transformer les actions. Gouvernement, soyez optimistes, on est en train de le faire. Vous êtes en train, bien sûr, de créer ces territoires de demain et de faire la politique de demain. Achat public, écomobilité, efficacité énergétique. La liste a été incroyable. Mais ce qui me paraît encore plus important, c'est parce que vous avez un fort pouvoir de conviction. On parle souvent de transfert de technologie dans notre négociation pour créer l'accord de Paris. Moi, je crois aussi que vous êtes en train de faire un transfert d'énergie et d'optimisme. Et vous pouvez faire ce transfert d'énergie et d'optimisme, je le ressens, vous pouvez le transférer envers votre gouvernement national. Soyez plus courageux, vous pouvez leur dire, vous êtes en train de le faire vous-même. Et je crois que ce message fort que vous êtes en train de porter, il sera entendu à la condition qu'il soit crédible, robuste, et que vous vous engagez à en rendre compte. C'est ce que j'ai aussi entendu comme message de beaucoup d'entre vous. C'est pour ça que nous avons mis tellement l'accent sur l'enregistrement, la visibilité de vos actions, notamment dans ce portail NASCA. Nous voulons vraiment rendre visible auprès du grand public et des États parties à la Convention climat vos actions dans ce portail pour recueillir vos engagements individuels et collaboratifs. Et les collectivités, toutes les collectivités, d'ici septembre ou octobre, je vous appelle à ce que vous enregistriez ce que vous êtes en train de faire, ce que vous avez l'intention de faire. Car c'est à travers ces plateformes auxquelles vous participez, et je vous invite à les rejoindre si ce n'est pas déjà le cas, pour que justement ces actions soient enregistrées et soient visibles. Et nous ferons tout pour que cet outil soit simple, ouvert, transparent, et que tous les médias, l'opinion publique, les ONG puissent voir ce que vous faites, vous poser des questions et créer cette redevabilité qui est essentielle à la démocratie pour qu'on croie que le changement est en train de se faire. Alors,
nous ferons tout. Voilà pour et ces mots, ces derniers mots de discours prononcés ici dans cette grande salle plénière au Conseil régional de Lyon, au Conseil régional de Rhône-Alpes, notamment Laurence Tubiana qui s'est exprimée, mais surtout Laurent Fabius. Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères. Et je voudrais qu'on s'explique un petit peu, qu'on aille un petit peu dans le détail de ce qu'a dit le ministre des Affaires étrangères, Jean-Louis Etienne, notamment... il a parlé de première étape très importante, l'appel aux collectivités, bien entendu, mais il a quand même dit des choses aussi importantes sur le fait que ce n'était plus une option aujourd'hui. Ah non, c'est plus une option. C'est une obligation, a dit C'est une le ministre. obligation. Il faut comprendre que la planète, elle a une fièvre chronique. Tout le monde sait ce que ça veut dire, une fièvre chronique. On couvre quelque chose. Et dans tout ce qui est chronique, on se dit il faut qu'on s'en occupe. C'est vrai qu'il va falloir qu'on s'en occupe. Vous voyez, on reporte tout le temps. Là, on est à l'aube des complications. Donc toutes les manifestations climatiques assez violentes que l'on voit dans l'intensité s'accroît, si vous voulez, ce sont des signes avant-coureurs de complications que nous allons. Donc il faut les prévoir. Donc aujourd'hui, il faut décider à un moment donné, on prend l'affaire en main et donc c'est ce qui va être fait à Paris, il faut espérer, quoi. Toute cette énergie qu'il y met dedans. Enfin, on voit ici à Lyon ce qui se passe. Madame Tubiana vient de le dire, elle a été nourrie. Quand on est dans un amphi comme ça, on sent que ça pulse. Ça donne de la force. Oui, ça donne de la force. Et de l'énergie pour en refaire encore un petit peu ce que vous disiez. Tout à l'heure, quand on s'est quitté avant d'entendre le ministre des Affaires étrangères, vous parlez d'accords contraignants pour les pays. C'est très important parce que il faut contraindre un peu les pays. Ça ne peut pas que se faire que par le consensus. Oui, alors la contrainte va être difficile à être imposée. Les Américains, par exemple, n'ont jamais signé de contrat onusien contraignant. Le seul qu'ils aient signé, l'accord onusien, c'est le traité sur l'Antarctique, il y a longtemps. Depuis, on ne les a jamais vus revenir. Si vous voulez, le tribunal international de La Haye, Kyoto, ils l'ont signé, pas ratifié. Je pense que ce qui est important, c'est que chaque État accepte l'idée qu'il va être regardé. Parce que l'image d'un pays, c'est important. La Chine bouge aujourd'hui parce qu'elle sait très bien qu'elle est regardée. Elle sait très bien, la Chine aujourd'hui, qu'elle ne peut plus continuer à nous vendre des panneaux solaires et des éoliennes à bas prix, faits dans des conditions environnementales déplorables. Parce que ça va être boycotté un jour. Donc, que les États acceptent d'être regardés, qu'il y ait un suivi. Les ONG le font très très bien. Et donc, c'est ça déjà qu'il faut accepter, quoi. Jean-Louis Etienne, on va écouter un président d'une grande entreprise française, c'est l'entreprise Veolia. Il s'appelle Antoine Frérot, nous l'avons interrogé tout à l'heure, parce qu'ici il y a les collectivités, les élus bien entendu, les ONG, mais il y a aussi les entreprises, très important. Alors, je vous propose d'écouter cette interview réalisée un petit peu plus tôt, on reviendra juste après, Jean-Louis Etienne. Antoine Frérot, quand on est un président d'une grande entreprise française et qu'on vient ici au sommet mondial des territoires, du climat, qu'est-ce qu'on arrive à trouver comme solution entre les collectivités, les élus locaux et les grandes entreprises? Alors ici, c'est le rendez-vous du climat des territoires. Et effectivement, c'est dans les villes que se gagnera ou se perdra la bataille du climat, puisque c'est dans les villes que sont émis plus de 70% des gaz à effet de serre. Et Veolia est partenaire d'un grand nombre de ces villes. Et c'est à l'aune de cette expérience que nous avons des propositions à faire qui nous paraissent importantes pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. Si vous pouvez nous citer quelques idées de propositions concrètes pour les Français ici, qu'est-ce que vous aimeriez mettre en avant, vos priorités? La première, c'est de dire que la lutte pour le climat, ce n'est pas qu'un problème d'électriciens, ni même qu'un problème d'énergéticiens. C'est un problème qui concerne toute l'économie. Il faut passer d'une économie linéaire, extraire, produire, jeter, à une économie circulaire, où les déchets des uns deviennent les ressources des autres. Parce que les ressources naturelles sont trop précieuses pour n'être utilisées qu'une fois. Quand on fabrique une bouteille en plastique qui contient de l'eau, avec des bouteilles recyclées, on émet 70% de moins de CO2 que quand on la fabrique de manière classique à partir de résidus pétroliers. Ça, c'est la première idée. Il y en a une deuxième. Parmi les gaz à effet de serre, il y a bien sûr le CO2. Mais il y a également d'autres gaz, et des gaz à plus petite durée de vie. Par exemple, le méthane. Le méthane a représenté 40% des émissions de gaz à effet de serre au cours des 20 dernières années. Et va représenter 40% au cours des 20 prochaines années. C'est-à-dire autant que le CO2. Or, capturer le méthane, c'est beaucoup plus facile et beaucoup moins coûteux que le CO2. On sait le capturer, on sait le valoriser en biogaz, en électricité, en chaleur, et donc on peut le généraliser. Est-ce que c'est facile comme discours? Est-ce que vous avez des difficultés ou est-ce qu'au contraire, quelques facilités face aux collectivités, aux grands élus, face aux associations? Est-ce que ce discours-là, il arrive à passer facilement? Oui, parce que par exemple, sur le méthane,
Une des grosses sources d'émissions de méthane, ce sont les déchets domestiques. Les villes sont concernées. Elles sont concernées par la collecte et le traitement de ces déchets. Et lorsqu'on leur dit on sait capturer et même valoriser le méthane, elles entendent, elles demandent à avoir des expériences. Et comme c'est plus facile à faire que le reste, eh bien souvent nous arrivons à les convaincre. Et j'ajoute souvent une troisième proposition, c'est le fait de donner un coût à la pollution. Aujourd'hui, polluer ne coûte rien et dépolluer coûte cher. Je dis qu'il faut que ça coûte plus cher de polluer que de dépolluer. Et donc pour ça, il faut donner un coût et avoir une redevance carbone à ceux qui émettent du carbone et utiliser cet argent pour aider ceux qui dépolluent. Est-ce que vous croyez, vous, à cette économie décarbonée? Pascal Canfin, ancien ministre du Développement, a commis un rapport qu'il a rendu à François Hollande où il propose nombreuses propositions pour faire cette économie décarbonée. C'est possible pour vous, chef d'entreprise? Avec 30 à 40 euros par tonne de carbone émise, oui, on collecte le financement suffisant pour annuler une grande partie des émissions de carbone. Techniquement, on le sait faire. Ça coûte plus d'argent que de rien faire, évidemment. Mais à 30 à 40 euros par tonne de carbone, on collecte suffisamment d'argent pour abattre une grande partie des émissions. Oui, donc je pense qu'on sait faire. On l'a fait pour l'eau il y a 50 ans, avec le même principe. Polluer l'eau, il fallait payer. Cet argent a été utilisé pour dépolluer. Aujourd'hui, on a qu'est-ce qu'on attend alors? Eh bien, qu'est-ce que vous attendez, vous, pour le faire? Ben justement, que par exemple à la COP, à Paris, oui, on mette en place un tel système. Si on ne peut pas le mettre en place sur l'ensemble de la planète, parce que ça serait bien mieux encore, eh bien on peut peut-être le mettre en place sur un périmètre restreint. Et pour protéger du coup l'économie de ce périmètre restreint, on peut peut-être aussi dire que les produits et services qui rentreront dedans paieront elles aussi à la frontière une taxe carbone, comme celles qui sont à l'intérieur. Et de fil en aiguille, on entraînera les autres. Une taxe carbone, c'est un peu le projet qui est mis sur... J'aime bien l'appeler redevance. Parce qu'il ne s'agit pas d'une taxe qui va être utilisée pour l'ensemble des dépenses publiques. Oui. Il s'agit d'une redevance qui va être utilisée uniquement pour aider à dépolluer et financer les outils de dépollution. Et là-dedans, vous vous y retrouvez financièrement ou pas? Si jamais on collecte suffisamment d'argent pour aider ceux qui doivent dépolluer, on arrivera à dépolluer, effectivement. Et surtout, ce serait plus fair pour ceux qui vont faire les efforts de dépolluer. L'idéal, c'est que dépolluer, ça coûte moins cher que polluer. François Hollande disait hier qu'il voulait un accord contraignant. Contraignant, c'est pour les États, on a bien compris, pour les pays industrialisés, je pense à la Chine, aux États-Unis, même encore d'autres pays. Vous imaginez que ce qui pourra ressortir de la COP21 sera contraignant pour tout le monde, ou est-ce qu'au contraire, ça ne concerne que ces grands États? Ça serait l'idéal, bien évidemment. Mais il est possible, peut-être vraisemblable, qu'on ait du mal à emmener tout le monde. Néanmoins, je pense que tout le monde maintenant est conscient de l'urgence du problème et que même si on n'amène pas tout le monde dans un accord global donc et contraignant à Paris, on peut mettre d'accord un nombre suffisant de pays pour pouvoir mettre en œuvre cette fameuse redevance que j'évoquais à l'intérieur de ces pays et les protéger vis-à-vis des produits et des services que les autres leur fourniraient. Une autre représentante de l'ONU qui parlait tout à l'heure lors de ce climat parlait d'autoroutes à plusieurs bretelles que certains pays ne pourraient pas emprunter. Toutes les grandes voies, c'est un peu ce que vous dites aujourd'hui, chacun va emprunter une voie de l'autoroute. Oui, mais j'aimerais bien que ça soit suffisamment grand pour que ce coût à 30-40 euros qui permet vraiment de dépolluer soit couvert suffisamment grand nombre de pays et de territoires et d'économies. Est-ce que vous êtes sollicité par les États? Est-ce que vous êtes sollicité, vous, grande entreprise française, grand patron français, est-ce que vous êtes sollicité notamment par les collectivités locales, justement pour que tout le monde fasse une sorte de pacte pour travailler ensemble? Les clients de Veolia, ce sont d'abord les collectivités publiques locales, les villes, à 60%, et ensuite les grands industriels, à 40%. Les uns et les autres, effectivement, nous sollicitent pour abaisser leur empreinte environnementale. Qu'il s'agisse de la pollution de l'eau, de les émissions de carbone, des économies d'énergie, oui, c'est notre métier. Traiter les pollutions, et notamment les pollutions les plus difficiles, c'est le métier de Veolia. Donc bien évidemment, puisque les émissions de gaz à effet de serre, ce sont des pollutions en plus souvent difficiles à traiter, nous sommes interrogés. Vous parliez tout à l'heure de taxes, en tout cas de redevances. Est-ce que vous imaginez aujourd'hui les Français citoyens qui utilisent un petit peu tous vos métiers, qu'il y a un changement d'état d'esprit, une forme de révolution qui est en train de se passer dans les mentalités? La façon de faire autrement aujourd'hui. Moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Si les Français savent que le fait de polluer
est redevable d'une redevance, et que cette redevance va être utilisée pour dépolluer, oui, ils sont d'accord. Ils ne seront pas d'accord si la redevance c'est est difficile utilisée quand on pour parle de n'importe quoi. redevance, c'est un peu compliqué quand même. Mais si ils ne seront pas d'accord pour dire que la redevance doit être utilisée pour n'importe quoi. Mais sur la pollution de l'eau, lorsqu'on l'a mis en œuvre, exactement le même principe, à l'échelle d'un bassin versant, bien évidemment, parce que là, ce n'était pas le monde entier qui était concerné, eh bien, on a supprimé la pollution d'origine industrielle de l'eau, supprimé la pollution d'origine domestique, reste seulement la pollution d'origine agricole. Eh bien, en 50 ans, on a réglé ce problème. On a réglé par un problème simple. Qui pollue paye, qui dépollue est aidé. Eh bien, sur un principe simple, comme celui-là, vertueux, où tout le monde y gagne, oui, je pense que les Français et même les autres seront d'accord. Merci beaucoup Antoine Frérot d'avoir répondu à nos questions et d'être venu sur le plateau de Public Sénat. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors Jean-Louis Etienne, on le voit, ce rôle des entreprises, il est majeur, il a été très présent aussi pendant ce sommet. Oui, parce que quand on parle de recyclage, quand on parle d'efficacité énergétique, développer les énergies renouvelables, tout ça c'est de la technologie, c'est de l'industrie. Donc les entreprises aujourd'hui sont conscientes de l'impact qu'elles ont eu, de leur nécessité aujourd'hui de corriger le tir, et surtout elles se rendent compte aujourd'hui qu'il y a un gisement économique important. Bien sûr. Évidemment, là aussi, il y a une sorte de moyens et de fins. Oui. Ça ne peut pas marcher s'il n'y a pas une économie, si vous voulez, de la décarbonisation de l'énergie. C'est une véritable économie qui va le soutenir. Alors, on avait soulevé un certain nombre de thématiques. Une dernière, peut-être, c'est le rôle des femmes, aussi très important. Oui, on en a beaucoup parlé pendant ce sommet. Oui, on les a vus intervenir. Il y a une énergie formidable dans les femmes qui sont passionnées. Puis la femme, c'est celle qui tient le foyer, souvent. Et je pense qu'elles ont un sens de la gestion, dans le sens de l'économie, gérer les choses avec parcimonie, avec intelligence. Elles ont un rôle fondamental à jouer. Et on l'a entendu, il y aura un sommet des femmes. Il y a eu déjà un premier sommet, il y en aura un autre très bientôt, un sommet des femmes et du climat. C'est quelque chose de très important aussi d'impliquer toute la famille. Vous savez ce qu'elle a dit à un moment donné? Elle a dit les filles font 25 km pour aller chercher de l'eau. C'est encore les femmes qui sont à l'œuvre. Je pense que c'est fondamental de leur donner du pouvoir. Merci beaucoup Jean-Louis Etienne de nous avoir accompagnés toute cet après-midi. On espère vous voir très bientôt sur notre antenne pour parler évidemment du climat et bien d'autres choses. Je rappellerai votre livre Persévérer aux éditions Paulsen. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Peut-être une image pour terminer, cette photo de famille, photo de fin de sommet avec ces conclusions qui ont été remises aujourd'hui et un certain nombre de propositions. Vous voyez une certaine de propositions qui seront formulées lors de la COP 21 à Paris, que nous aurons le plaisir en tout cas de vous faire partager pendant ce mois de novembre et de décembre à Paris. Merci à tous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est dans quelques minutes, dans une petite heure, très exactement à 19h avec Delphine Girard et à 22h Sonia Mabrouk pour le journal. À plus tard.